Bienvenue dans Washington Bureau de cette semaine. Nous allons échanger avec Abdou Dia sur le sommet USA-Afrique. Bonsoir Abdou. Bonsoir Gabriel. Convoqué par le président américain Joe Biden, le sommet des leaders américains et africains a été ouvert le 13 décembre 2022 à Washington DC. Une cinquantaine de dirigeants d'États africains ont fait le déplacement à cet effet. Le sujet de discussion de ces 3 jours sont variés: lutte contre le terrorisme et le changement climatique, la sécurité alimentaire, l'économie ou encore l'AGOA et le leadership des jeunes. Alors, après une pause durant les années de l'ancien président américain Donald Trump, peut-on dire que les États-Unis d'Amérique cherchent non seulement à consolider, mais aussi à renforcer leur influence sur le continent africain? Absolument, et c'est de bonne guerre, ils vous diront. Ils ne vont jamais parler, par exemple, des autres puissances qui sont en train aussi de s'activer dans la région. Je pense notamment à la Chine et à la Russie. Quand j'ai parlé au porte-parole du département d'État, il disait clairement que la Chine et la Russie ne sont pas dans l'agenda. Il s'agit de parler de l'Afrique et des États-Unis. Il est clair donc que pour eux, l'accent doit être mis sur le type de coopération que les États-Unis proposent en alternative ou à côté d'autres partenaires. Et les États-Unis ont clairement dit qu'ils n'empêchent pas aux Africains d'avoir d'autres partenaires, mais il est important de souligner l'importance de ce partenariat entre Washington et les pays africains, notamment sur le plan économique. On a beaucoup parlé économie ici, des investissements privés également. L'objectif de l'administration Biden, c'est d'intéresser davantage, de pousser davantage les privés américains aussi à s'intéresser à l'Afrique. Est-ce que la présence de la Russie et celle de la Chine n'est-elle pas une manière pour les États-Unis de replacer l'Afrique au cœur de la diplomatie mondiale? Quand vous parlez aux officiels américains, ils vous diront que l'Afrique a toujours été au cœur des préoccupations des États-Unis, que l'Afrique a toujours intéressé les États-Unis, mais il est clair que l'administration Biden veut revitaliser ses relations après les années tumultueuses de la présidence de Trump, où les relations entre l'Afrique et les États-Unis étaient considérées par beaucoup comme étant un peu moins dynamiques. Pour l'administration Biden, il est clair qu'aujourd'hui, l'intérêt est de montrer à tous, y compris aux partenaires africains, que l'Amérique est là. Et le président Biden a dit qu'il soutiendrait disons, un siège permanent des Africains, de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, mais également une place permanente au G20, donc là où vraiment les grandes décisions se prennent. Autrement dit, comme l'a dit Biden mercredi, que l'Afrique soit un acteur important sur la scène mondiale. On pense particulièrement à la coopération militaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. L'armée française a été poussée hors de ces régions et pourtant les États-Unis sont les alliés de la France. Dans quelle mesure peuvent-ils jouer leur propre répartition sur le plan sécuritaire? Alors, le partenariat sécuritaire entre l'Afrique et les États-Unis se fonde beaucoup sur la formation. Vous verrez très rarement des troupes américaines sur le sol africain. Pour des raisons évidentes, l'Amérique a un peu appris ce qui s'est passé avec la Somalie il y a 2 décennies. Donc, l'Amérique essaie de ne pas être présent sur le terrain, sur le plan militaire. En tout cas, très peu de bottes américaines, de troupes américaines seront sur place pour combattre. Par contre, l'offre de formation, mais également de l'intelligence, disons, est là et elle va se poursuivre d'après les autorités américaines. Il est clair qu'il y a un intérêt sécuritaire pour les États-Unis. Le Sahel est une région très instable, mais il y a aussi une base de drones au Niger, hein, il faut le souligner. Donc l'Amérique est là sur le plan militaire, mais elle ne sera pas là comme la France l'a été. Donc c'est un autre type de coopération que les États-Unis proposent. Moins de soldats ou pas de soldats du tout, mais beaucoup de formation et de coopération et d'échange d'informations. Au-delà de l'aspect sécuritaire, il y a bien sûr l'économie avec 55 milliards de dollars américains sur 3 ans
que proposent les USA aux dirigeants africains? Que peuvent attendre concrètement les pays africains en termes d'investissement? Alors, il y a ces 55 milliards de dollars dont vous parlez, qui seront étalés sur les 3 prochaines années, mais également cet accord, ce partenariat entre les États-Unis et la zone de libre-échange économique, avec un potentiel de plusieurs milliers de milliards de dollars en termes d'échanges. Donc, le président Biden a annoncé justement que cet accord entre les États-Unis et la zone de libre-échange, donc un accès au marché africain pour permettre justement aux entreprises américaines de profiter de ce 1,3 milliard d'habitants. Donc, en termes d'opportunités d'échange, c'est énorme. Et je pense que si cet accord se concrétise, ce sera certainement un des outils les plus importants de cette coopération économique entre les États-Unis et l'Afrique. Il y a également ce qu'on appelle le Prosper Africa, où l'administration Biden prévoit d'injecter plusieurs milliards de dollars sur le continent à travers l'USAID et 17 autres agences américaines qui vont investir en Afrique dans plusieurs domaines, le climat, le digital, disons la formation des jeunes, donc potentiellement d'autres partenariats en vue avec ce Prosper Africa. La RDC compte sur les États-Unis d'Amérique pour que cessent les exactions dans sa partie Est. Peut-elle clairement compter dans quelle mesure sur les Américains? C'est un sujet qui n'a pas été abordé publiquement, du moins ici, mais il est clair qu'en coulisses, il se passe des choses entre les gouvernements rwandais et congolais d'un côté et de l'autre les États-Unis d'Amérique. Et depuis quand même le mois d'août, on a vu des positions très claires du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a dénoncé le soutien du Rwanda. En tout cas, selon Washington, il y a un soutien du Rwanda au M23 et je pense que ça a été une position claire. Maintenant, de l'autre côté, Kigali a dit que les Occidentaux ne comprenaient pas ce qui se passait dans l'Est de la RDC, mais je suis sûr qu'en coulisses, il se passe des choses et on va voir ce qui va en sortir d'ici quelques jours ou quelques semaines. Alors la dernière question, l'Afrique ou les pays africains sont les pays les moins pollueurs par rapport au climat. Quelle sera la part réservée à ce pays-là pour une solution au changement climatique? Absolument. L'Afrique qui produit peut-être moins de 4% des émissions de gaz est probablement l'un des continents qui subissent le plus justement les effets du changement climatique. Et à Sharm el-Sheikh, le mois dernier, avec la COP27, les États-Unis ont été l'un des pays qui ont pu négocier cet accord de compensation aux pays africains, ou pas seulement aux pays africains, mais les pays les plus touchés, généralement des pays sous-développés. Donc les États-Unis l'ont encore réitéré ici au sommet États-Unis et Afrique. Ils vont continuer à soutenir ce fonds qui permettrait de compenser, disons, les pays les plus impactés par les changements climatiques. Donc c'est un engagement politique qui a été pris par l'administration américaine d'aller dans ce sens, disons, d'aider les pays les plus vulnérables à surmonter les épreuves et à faire face au changement climatique. Merci à vous, Abdou Dia, pour toutes ces explications et éclaircissements. Merci à vous.